Centrafrique, sexe et crime, quand Valéry Giscard d'Estaing couchait avec la femme de Bokassa et faisait assassiner son rival. Nous allons vous raconter une histoire sordide qui oscille entre sexe, pouvoir et assassinat. C'est une histoire cachée que vous n'allez trouver nulle part ailleurs. Une histoire secrète. 6 février 1980, le président Amadou Ahidjo du Cameroun se rend discrètement à Ngaoundéré pour accueillir dans le secret loin de tous les regards René Journiac, grand conseiller pour les questions africaines du président français Valéry Giscard d'Estaing. Amadou Ahidjo aperçoit l'avion qui transporte Journiac au loin, il se rend sur le tarmac afin de suivre les manœuvres d'approche de l'avion. Subitement, on entend un bruit énorme semblable à une grosse explosion, une épaisse couche de fumée noire se forme et l'avion disparaît. L'avion du « Monsieur Afrique » du président français Giscard vient de subir un crash sous les regards du président Amadou Ahidjo et de l'ambassadeur de France au Cameroun. Tous les occupants de l'appareil meurent sur le champ. Aucun survivant. Que s'est-il passé? Fait curieux, cet événement très grave passe sous silence au Cameroun et en France, personne n'en parle. On se serait attendu à ce que cet accident fasse la « une » de Cameroun Tribune et de la presse française. Mais que non. C'était comme s'il fallait absolument cacher cet accident et maintenir dans le secret la rencontre avortée entre Ahidjo et Journiac, mais pour quelle raison? En réalité, René Journiac a été purement assassiné par le président français Valéry Giscard d'Estaing avec la complicité du président Omar Bongo du Gabon. En effet, l'avion qui transportait René Journiac du Gabon au Cameroun était un avion du président Omar Bongo. Les services français ont pris la peine d'y installer une bombe qui a sauté au moment de l'atterrissage de l'avion au Cameroun, à Ngaoundéré, en incognito, loin de tous les regards. Quel est le mobile du crime? Pourquoi a-t-on assassiné le magistrat René Journiac? 1er août 1979, Valéry Giscard d'Estaing charge son conseiller pour les affaires africaines, René Journiac de ramener à la raison le président de la Centrafrique Bokassa qui voulait se rapprocher de Kadhafi, alors en guerre avec la France au Niger. Giscard a décidé que l'empereur Bokassa doit partir et il envoie Journiac lui transmettre le message. Bokassa, gris de rage après les réprimandes de Journiac, brandit sa canne d'ébène et donne impulsivement à Journiac un coup de canne sur la tête. Il bondit sur celui-ci pour le gifler et le rudoyer. Les membres du protocole réussissent à attraper le président Bokassa pour calmer sa fureur, c'est un gros incident diplomatique. Journiac repart en France furieux en préparant des opérations pour remplacer immédiatement Bokassa. Journiac et Valéry Giscard d'Estaing ont décidé de faire payer à Bokassa cet affront. L'intervention d'un contingent français, le 20 septembre 1979, par l'entremise de l'opération Barracuda, mit fin au règne de Bokassa, alors que celui-ci était en visite en Libye. Ainsi, le lendemain, Bokassa est déposé avec le concours des parachutistes français. 21 septembre 1979. Renversement de l'empereur centrafricain Jean Bedel Bokassa Ier. 2 ans après avoir été couronné empereur de la Centrafrique, Jean Bedel Bokassa est évincé du pouvoir à la suite d'une opération orchestrée par la France. David Dacko, qui a déjà présidé le pays entre 1960 et 1966, proclamera la fin du royaume et le rétablissement de la République. Au pouvoir depuis l'indépendance, en 1960, le président centrafricain David Dacko est renversé le 31 décembre 1965. Celui qui lui succède, le colonel Jean Bedel Bokassa, règne de façon autoritaire, se proclamant président à vie en mars 1972, avant de se sacrer empereur le 4 décembre 1977. Des accusations de corruption, de manquements graves aux droits de la personne et l'accumulation d'une fortune personnelle considérable, dans un pays aussi pauvre, ternissent sa réputation à l'étranger. Au début de 1979, des protestations étudiantes sont réprimées brutalement, faisant des centaines de morts. Une commission d'enquête, mise sur pied par 5 pays africains, établit en août la presque certitude d'une responsabilité personnelle de Bokassa dans ces massacres. La France, un allié traditionnel de celui-ci, annonce qu'elle cesse son aide à la Centrafrique. Paris s'inquiète également du rapprochement de Bokassa avec la Libye de Mouammar Kadhafi. Le 20 septembre, alors que Bokassa est en Libye, une opération est déclenchée pour le chasser du pouvoir. La capitale, Bangui, tombe rapidement sous le contrôle des troupes françaises, opération Barracuda. David Dacko,
un ex-président de la Centrafrique qui a également été conseiller pour Bokassa, annonce la fin du royaume et le rétablissement de la République. Le 1er février, une nouvelle constitution est approuvée par référendum. Pour sa part, Bokassa se réfugie en Côte d'Ivoire avant de revenir dans son pays en 1986. Il sera jugé, condamné à la prison à vie, puis gracié en 1993. Des diamants donnés au président français Valéry Giscard d'Estaing, alors que ce dernier était au pouvoir, sera au cœur d'une controverse qui aura un grand retentissement en France à partir d'octobre 1979. Dans les médias, Christian Hoche, Bangui, Opération Barracuda. Le chien est parti, mais les chiots sont restés. Au kilomètre 5, dans les quartiers misérables de Bangui, le graffiti s'étale sur un mur. Ici survit l'une des populations les plus pauvres du monde, opprimée par 14 ans de tyrannie, elle a cru sortir, jeudi 20 septembre, d'un cauchemar. Mais elle manifeste plus de réserve qu'elle ne crie sa joie, l'inscription en dit plus long que ses chuchotements. Certes, l'Empire est mort. Et vive la République, donc, la seconde du nom, mais la statue de Bokassa Ier, commandant d'opérette, n'est tombée de son piédestal que sous la poussée des centurions français, et ce sont leurs blindés qui portent la République sur les fonds baptismaux. Dans la chute du tyran, la spontanéité populaire peut se sentir quelque peu frustrée. Au point qu'elle se tournait déjà, jeudi, contre les paras-français. En place, David Dacko, nouveau chef d'État, rigolard, bonhomme, débarqué dans la nuit du jeudi 20 au vendredi 21 d'un transal tricolore, et maniant, depuis, un humour déroutant. Au point que des gens sérieux s'interrogent sans malice, la France a-t-elle vraiment fait le bon choix? Pierre-Marie d'Outreland, les habits neufs du président Dacko. Qui commande à Bangui. Dès l'aéroport, on le sait, on le reçoit comme un coup à l'estomac. Ils sont au pied de l'avion, nos beaux militaires en tenue camouflée. Béret rouge, béret vert, muscles saillants, poignard au ceinturon. Ils filtrent, ils flairent, ils contrôlent du regard. Tout à fait décontractés, en ville aussi. Ils quadrillent la capitale. Le soir, on les retrouve au bar du Rock Hotel, agrippés par des beautés frotteux. Fin sous et jurant, sur le coup de 2 heures du matin, qu'en Centrafrique c'est autre chose qu'au Tchad, là-bas, on tire à vue, la nuit, sur le para, ici, on le plume mais on le cajole. Parenthèse ouvrante. Parenthèse fermante. Retour au bon vieux temps de la coloniale. Du moins à celui du protectorat. L'ordre règne à Bangui. L'ordre français, un ordre bon enfant, applaudi, plébiscité par la population. Le président Dacko a su manœuvrer pour accroître la popularité des fiers parachutistes. Ceux-ci arrivaient en tombeur d'une odieuse dictature mais les événements auraient pu dégénérer dès la nuit du coup d'État. Sitôt la nouvelle connue, en effet, les bidonvilles de la capitale furent saisis de folie. Au cri de « République », le pillage des magasins commença. 2 milliards anciens de dégâts en une journée. Un cyclone nommé « Liberté ». Le Nouvel Observateur, France, 8 octobre 1979, page 57. Ginette Cotte, Centrafrique capitale Paris. Toute honte bue, monsieur. Dacko invite chacun à reprendre calmement son poste de travail. La jeunesse centrafricaine devra cesser de se mêler de la politique. La politique, en Centrafrique, n'est-elle pas l'affaire du gouvernement de salut public, formé à la hâte, et où, à quelques exceptions près, on prend les mêmes et on recommence? N'est-elle pas plutôt, tout simplement, l'affaire de l'Élysée? Car c'est à Paris que tout est conçu, jusque dans les détails. Ne l'a-t-on pas vu, avec l'affaire Ange Patassé? La France va même jusqu'à opérer un tri parmi les opposants en lice pour la succession, et décider qui, parmi les citoyens centrafricains, peut ou non regagner son pays. Il est vrai que les milieux d'affaires n'ont pas la mémoire courte, et n'ont pas oublié que l'ancien Premier ministre de Bokassa avait, en 1974, accordé à Société Alu Suisse un droit de prospection minière sur tout le sous-sol centrafricain. Avec ce que cela comportait comme risque pour les Français intéressés à une éventuelle exploitation de l'uranium dont les mines de Bakouma regorgent. La rancune est tenace dans ces milieux-là. Parenthèse ouvrante. Parenthèse fermante. Ce qui est sûr, c'est que, Bangui la coquette, n'est plus qu'un faubourg de Paris, devenu la véritable capitale de la République centrafricaine.
Afrique-Asie, France, 15 octobre 1979, pages 24 à 25. La suite est sordide et c'est Bokassa lui-même qui la raconte des années après. À la chute de Bokassa, avec la complicité de René Journiac, Valéry Giscard d'Estaing fait venir l'épouse de Bokassa en France, avec qui il entretient dans le secret des relations charnelles. En réalité l'affaire durait depuis bien longtemps. 2 mois avant d'être évincé de la Centrafrique, Bokassa avait envoyé Catherine chez son ami Giscard. René Journiac était chargé de prendre Catherine pour l'emmener à Élysée régulièrement afin que Valéry Giscard d'Estaing assouvisse ses fantasmes. Pour éviter d'éveiller des soupçons, les 2 amants maléfiques vont décider de se voir plus régulièrement dans le château de Bokassa à Ardricourt en France. Valéry Giscard d'Estaing y venait alors discrètement et descendait dans le jardin avec son hélicoptère. Bokassa lui-même raconta, à Kigali, en mai 1979, Giscard d'Estaing m'avait demandé d'envoyer mon épouse Catherine en France. Crochet ouvrant ... crochet fermant. Mon épouse est devenue et est la maîtresse de Giscard d'Estaing. Le plus grave, Valéry Giscard d'Estaing aurait même engrossé Catherine. Un certificat médical rédigé par un médecin proche de l'Élysée montre bien que Giscard avait fait avorter l'impératrice Catherine après l'avoir engrossée. Catherine, elle-même racontera tout à son mari Bokassa avant de lui demander pardon. Dans une interview vidéo censurée et interdite en France, Bokassa affirmait « Il venait chez moi tout le temps, en privé, connaissait toute ma famille, déjeunait avec moi, et pourtant poursuit-il, c'est lui qui enlèvera ma femme et couchera avec elle jusqu'à l'enceinte. La Centrafrique appartenait à d'Estaing, c'était sa maison et moi j'étais comme sa femme. Je n'étais pas un ami, j'étais le gardien. » Et comme si cela ne suffisait pas, René Journiac, le conseiller aux affaires africaines de Giscard qui était chargé d'organiser les rencontres clandestines des fusions entre Valéry Giscard d'Estaing et Catherine Bokassa, va lui aussi tomber sous le charme de l'impératrice Catherine. Il va lui aussi coucher régulièrement avec Catherine. Voilà donc notre pauvre Catherine devenue l'objet sexuel de 2 blancs, en quête de sensations fortes et d'exotisme sexuel. Lorsque Valéry Giscard d'Estaing va découvrir que son fidèle ami Journiac lui a coupé l'herbe sous le pied en couchant lui aussi avec Catherine, il va entrer dans une colère noire. En octobre 1979, l'hebdomadaire satirique français Le Canard enchaîné révèle l'affaire des diamants de Bokassa, ce qui contribue fortement à fragiliser Valéry Giscard d'Estaing qui souhaite conserver son fauteuil présidentiel lors de l'élection de 1981. Face à ce lot de révélations, Valéry Giscard d'Estaing, déjà très fragilisé, souhaite contenir la saignée. Il ne souhaite surtout pas que le peuple français découvre comme, en plus d'avoir pillé la Centrafrique, il a piqué l'épouse de Bokassa et a longuement entretenu des relations sexuelles avec cette dernière au point de l'engrosser. Un seul homme est au courant de toutes ces manœuvres avec la Centrafrique puisqu'ils ont même partagé la même femme, c'est René Journiac. Avec la pression des révélations du Canard enchaîné, l'approche des élections présidentielles, Journiac peut craquer et tout balancer ou alors faire du chantage au président Giscard. D'autre part, Giscard n'a pas toujours digéré le fait que Journiac ait couché avec Catherine dans son dos, il faut l'éliminer. Un plan est mis en exécution avec la complicité des services secrets et du président Omar Bongo. Giscard envoie Journiac en mission en Afrique centrale, puis depuis Libreville, Journiac prend l'avion d'Omar Bongo pour le Cameroun. On ne reverra plus jamais Journiac. Et Bokassa lui-même de conclure. Giscard est très fort. Il a tué Journiac parce que Journiac a couché avec Catherine. Vous comprenez à présent pourquoi la rencontre entre Ahidjo et Journiac était incognito, secrète à Ngaoundéré loin de tous les regards. Vous comprenez aussi à présent pourquoi la presse nationale et française a passé sous silence l'accident ayant conduit à la mort de Journiac. En aidant son ami Valéry Giscard d'Estaing à assassiner René Journiac, Omar Bongo payait ainsi une dette. En effet, quelques mois plus tôt, Valéry Giscard d'Estaing avait aidé Omar Bongo à assassiner l'amant de sa femme en France. Madame Bongo Marie-Joséphine Nkama dit Patience Dabani trompait son mari et celui-ci ne le supportait pas. En janvier 1979, Omar Bongo découvre le poteau rose, son épouse le trompe avec Robert Luong, peintre en bâtiment français qui travaille comme décorateur au palais présidentiel. Le 16 janvier 1979, le président Bongo exige l'expulsion de Robert Luong du territoire gabonais en lui intimant l'ordre de ne plus chercher à revoir son époux. Mais cette dernière ne l'entendra pas de cette oreille.
Elle ira régulièrement en France retrouver son amant. Le 27 octobre 1979, à 22h50, Robert Luong, 39 ans, est abattu par deux inconnus sur le parking de sa résidence de Villeneuve-sur-Lot. L'enquête, dirigée par le commissaire Roger Marion, à l'époque chef de la section criminelle du SRPJ de Toulouse, prouvera qu'il s'agit d'un assassinat commandité par des membres de l'entourage du président du Gabon avec la complicité du président français Valéry Giscard. C'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas d'aimer, de commenter, de partager et de vous abonner à notre chaîne, en activant la cloche de notification et en cliquant sur l'option toutes pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Veuillez suivre les vidéos d'autres personnalités de marque sur notre chaîne YouTube Planète Info TV. Merci et à la prochaine.